Et rebonjour à tous, re-bienvenue encore sur l'After Produit. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des besoins et comportements des utilisateurs hétérogènes parce que maintenant, on a de plus en plus de produits qui d'abord étaient par exemple du B2C et qui commencent à faire du B2B ou alors avec des personas complètement différents. Et pour cela, j'ai l'honneur d'accueillir 4 personnes magnifiques autour de la table. Célia, est-ce que tu veux pas te présenter simplement pour savoir qui es-tu Mais je veux pour pas bien. commencer? Oui, alors Célia Audan, je suis spécialiste en Game User Experience et j'ai un doctorat en psychologie. Voilà, je suis indépendante maintenant. Indépendante Mm. et qui a déjà participé à l'After Produit de Absolument, janvier. qu'on a bien rigolé. C'était bien cool avec l'Happy Hour qui était assez mémorable. J'étais un petit peu fatigué à la fin, je pense. Peut-être t'en avais un peu marre. Je suis un peu décalée, là je suis aussi décalée aujourd'hui. Mais... Parce que tu nous fais quand même l'honneur de venir des États-Unis. Oui, alors pas que pour Pas que vous, pour... C'est vrai, mais mince, j'y croyais. mais je suis arrivée lundi de Californie. Frédéric, Hello. bonjour. Bonjour. Ça Donc va moi, ça va très bien. Je fais plein de blagues avec Arnaud, mais donc ça va. Donc moi, je suis Frédéric, je suis le CPO de Jumia, donc qui est le numéro 1 du e-commerce en Afrique. Tout simplement. Donc utilisateurs hétérogènes, on en a un petit peu. J'ai l'honneur d'accueillir Renaud, Bonjour. un de mes mentors. Ok. Donc, je suis Renaud Algozi, je suis Head of Product and Growth chez Mythic. J'étais là il y a quelques heures. Je suis Oui. toujours content d'être là. Donc, ça va être super. Et moi J'ai aussi. hâte. Merci. Et Estelle, Oui, bienvenue. merci. Tu passes de l'autre côté. En effet. Ça fait que- bizarre. Non, c'est plus confortable, je pense. Donc moi, je suis Estelle Auboin, je suis directrice produit chez En Voiture Simone et on est une start-up qui fait de l'auto-école en ligne. Bienvenue en tout cas pour ce talk. N'hésitez pas à partager et à poser vos questions dans le chat durant toute l'émission. Les personnes ici y répondront avec grand plaisir. Moi j'avais une question. Parce que vous avez tous eu, en tout cas connu, des produits qui répondent à plusieurs personas, qui sont potentiellement littéralement différents. On se pose souvent la question du est-ce qu'on fait du spécifique? Est-ce qu'on fait des choses qui sont comme des marques blanches, qui vont être un petit peu déclinées avec peut-être un petit peu de spécifique? Comment est-ce que vous fonctionnez quand vous avez cette problématique des personas complètement différents? Par exemple, dans votre phase de discovery, est-ce que vous faites une seule phase de discovery? Est-ce que vous en faites plusieurs vraiment spécifiques? Comment est-ce que vous fonctionnez? Célia, par exemple, toi qui as peut-être connu ça avec les joueurs, tu Ouais, vois, sur c'est Fortnite. Ouais, c'est un peu différent avec les jeux vidéo, mais disons que dans les jeux vidéo, on a les core gamers qu'il faut satisfaire, qui sont très exigeants. Exigeantes. J'en fais partie. Et on a des gens qui ont juste envie de s'amuser, pas forcément casual. se prendre la tête. Oui, alors après, les termes, c'est toujours un petit peu compliqué à définir. Donc ça va dépendre vraiment de ce qu'on cherche à faire. Si on cherche à faire un jeu, un core game, dans ces cas-là, on va plutôt avoir notre persona pour les core gamers et c'est de satisfaire cette population-là. Et ensuite peut-être ouvrir. Donc ce serait plutôt la stratégie de jeux comme les Souls games. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gamers parmi nous. Mais Dark Souls, c'est un jeu typiquement hardcore. Il se cible vraiment sur ces personnes-là. Ils essayent peut-être d'ouvrir, mais après il y a des jeux un peu plus ouverts à la base. Alors Fortnite c'est un peu spécial parce que c'était pas forcément hyper ouvert à la base. Il y avait quand même une volonté de satisfaire à beaucoup de personnes différentes, mais ça a vraiment explosé beaucoup plus que ce qu'on pensait. C'est franchement pas évident. Dans le jeu vidéo, on n'a pas beaucoup de démarches d'aller voir les utilisateurs, de les comprendre, les field studies. On fait pas trop ça dans le jeu vidéo. Donc, je sais pas si j'ai une bonne réponse à ta question, mais c'est effectivement très embêtant de pas bien connaître les différentes personnes et les besoins, ce qu'ils recherchent dans un jeu vidéo, parce que là c'est du divertissement. Un jeu vidéo c'est pas un outil, donc on veut vraiment pouvoir répondre à ces besoins-là et offrir un moment divertissant et émotionnel, mais c'est franchement pas évident. Dans le jeu vidéo, c'est pas encore bien, Pas encore bien défini. ficelé. Du coup, je suis désolée, j'ai pas une super réponse à ta question. Et Fred, par exemple, toi, comment est-ce que tu fonctionnes avec Jumia? Est-ce que vous splittez? Est-ce que vous faites justement du spécifique? Je crois le savoir que oui. Ah, Pourquoi cette démarche-là Ah. finalement du spécifique? en fait, tu as vraiment plusieurs segments de clients. Tu vas avoir une différence entre un B2C et un C2C, parce que dans chaque type, tu as des segments. Donc si je prends vraiment le C2C,
principalement dans l'e-commerce, tu n'as pas la même expérience pour un new consumer versus un recurring. Parce qu'un new consumer, tu vas sûrement devoir adapter son parcours avec de la découverte, de l'accompagnement, et donc tu vas customiser l'UX pour pouvoir l'accompagner dans ce chemin. Un client qui est déjà un recurring et qui est là depuis longtemps, au contraire, tu peux lui faciliter la transaction avec des options comme le one-click payment, tu vois, où tu vas directement payer. Et donc nous, justement, on fait les segments qu'on a, donc chez nous, donc B2C, c'est vraiment un cas à part parce que c'est vraiment une entité particulière, mais purement sur le e-commerce, on segmente déjà dans un premier temps le new customer versus le recurring, et après derrière, pour les recurring, on va aussi dans la personnalisation justement plutôt des segments. Donc on a notre propre système qui nous permet de faire les segmentations clients sur des outils de marketing, et donc on va injecter de la personnalisation sur la plupart de nos UX. Donc on a commencé par les widgets de recommandation, donc Buy Together et des choses comme ça. Et donc maintenant, on est en train d'étendre la home page. Donc nous, notre stratégie, c'est vraiment de personnaliser au maximum, parce que les premiers retours qu'on a eu sur la personnalisation des widgets, on a eu des uplifts de 20-25% sur la conversion, ce qui veut dire que ça fonctionne. Et donc on est vraiment, nous, en tendance à étendre cette perso sur la plupart de nos fronts. Après, il y a un coût technique. C'est vrai que pour pouvoir faire ça, tu travailles en plus, parce que si tu dis que tu vas avoir 5 homepages différentes, il faut que quelqu'un vienne et les configure, les 5 homepages, tu vois. Donc c'est vraiment, il faut trouver le juste milieu entre la perso technique et le machine learning qui va t'alimenter tout ça, mais après, l'utilisateur final qui, lui, va l'utiliser, tes opérations. C'est que tu vas leur donner un outil qui est capable de faire 10 trucs, mais s'ils ont la bande passante qu'en faire 2, c'est pas évident. Donc vraiment, c'est trouver le juste milieu entre où tu vas pouvoir aider sur la tech en automatisant certaines tâches, et après quand même faire un outil simple que tu puisses utiliser. On en parlait justement, ça nous est arrivé de faire des outils où tu fais une feature, elle n'est pas utilisée. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la bande passante pour l'utiliser. Donc notre approche, c'est vraiment, nous on est convaincus que la personnalisation, ça marche, et on a été inspiré, pas le citer, par un petit groupe américain, tu vois. Pas le donner son nom, mais voilà, et franchement nous on part là-dessus, et c'est vraiment une stratégie qu'on met au niveau produit, et on est en train justement de transformer notre architecture pour être data oriented, et ça va vraiment, et cette data nous permettra justement de customiser l'ensemble des fronts qu'on a. Et du parcours utilisateur. Exactement. Et vraiment, c'est des trucs tout bêtes, mais par exemple, un petit widget qui va te dire tiens, ici c'est pour commander, clique ici, tu vois. Surtout dans un pays où tu vas avoir, nous en Afrique, des fois, un nouveau utilisateur, il découvre vraiment. Donc, il ne sait pas ce que c'est qu'un bouton à tout carte. Donc, vraiment, il faut lui expliquer. Donc, on a vraiment un parcours, on est vraiment essaie d'accompagner. Et c'est vraiment des personnes différentes, parce qu'on va même AB tester des trucs différents, du style, par exemple, d'avoir une catalogue, une PDP, tu vois, où tu vas avoir une photo qui va être toute petite et une grande texte d'explication, alors qu'un recurring customer, lui, il aura une photo beaucoup plus grande et un truc one-click. Donc, on est vraiment en train de pousser pour avoir une expérience personnalisée en fonction de qui tu es, parce qu'on a remarqué, ils n'ont pas du tout le même parcours, pas du tout les mêmes habitudes, et c'est sur le plan de travail, nous. Ok, trop cool. Renaud, Estelle, comment est-ce que vous fonctionnez peut-être ces deux entreprises différentes, bien sûr, de votre côté? Nous, donc chez Mythic, on a plusieurs marques. Donc on a un système, on essaie d'avoir le cœur commun le plus possible. Et moi, ce qui m'importe, c'est de poser la question de qu'est-ce qu'on veut personnaliser en fait. Dans la rencontre, le vrai cœur du produit, c'est les gens en fait. C'est pour eux que tu viens. Et du coup, la personnalisation, elle doit être sur les gens qu'on propose. J'ai l'impression que c'est le premier axe, c'est le plus important, comme sur une marketplace où le premier item de personnalisation, c'est le produit que tu vas vouloir acheter. Et puis après, tu as l'interface. Et l'interface, moi, je suis un peu un ayatollah du produit. Donc, je me dis, si on atteint la personnalisation, si on rajoute de la personnalisation, ça veut dire qu'on a atteint la limite d'un scale utopique, qui est la promesse du digital, qui est tu as un produit et tu l'étends et magiquement ça va prendre. Donc ça veut dire qu'on a atteint cette limite-là et du coup il faut quand même se poser la question de qu'est-ce qu'on veut aller chercher, est-ce que c'est vraiment nécessaire, pourquoi on le fait, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de garder le cadre le plus commun possible, parce que comme tu le disais hyper bien, ça a un coût, hein. C'est vraiment, je fais une divergence, je fais x2, puis x2, puis x2, puis x2 et il y a bien un matin où je vais me retrouver et je ne saurais plus dans quelle petite boîte je suis. Donc, qu'est-ce qu'on peut garder le plus commun possible et qu'est-ce qui doit vraiment être spécifique? Et la balance, elle est hyper dure. C'est des questions en permanence. Mais voilà, nous, comment en tout cas on l'aborde ce sujet. Okay. Ouais, moi, je vais faire un peu de redite, je pense. Déjà, nous, on est dans une configuration start-up où on est encore plus drivé par les coûts et très clairement, faire une expérience trop spécifique,
ça commence à être compliqué, pas tenable et en plus pas scalable, effectivement. Et puis, il y a aussi la question de la personnalisation que tu posais un peu en filigrane. C'est quoi une expérience personnalisée? Est-ce que c'est vraiment un niveau de granularité individuel ou est-ce que c'est te donner l'illusion que en fait, ça correspond à ton parcours? Donc nous, on est plutôt dans cette approche-là chez En Voiture Simone. On a un grand parcours générique. Donc en plus, on est une marketplace. On a d'un côté des élèves, d'un côté des enseignants qui ont des parcours de vie très différents. Chez nos élèves, même si on a une expérience qui est très concentrée sur des jeunes qui sont en fin d'études ou en début de vie professionnelle, mais même au sein de ça, il y a des expériences qui sont très diverses. Et puis on a encore des segments de population différents. Donc l'approche, c'est vraiment de créer donc un parcours unifié avec plusieurs sous-expériences dans laquelle on va injecter du spécifique, mais on a quand même un socle commun, une architecture commune. Ok. Et comment est-ce que tu fais pour prioriser entre les élèves et l'autre persona? Finalement, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que c'est que business? Est-ce que tu fais différemment? Ouais, c'est quand même beaucoup business. Beaucoup business. C'est Vraiment, beaucoup les priorités business de toute façon. Comme C'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Donc jusqu'à présent, c'était beaucoup finalement à destination des élèves. Donc la priorisation était à leur avantage parce que c'est eux qui ramènent le business. Maintenant, c'est un équilibre. De toute façon, ta marketplace, elle ne marche que si derrière, tu as des enseignants qui font vivre la plateforme. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'on a aussi plus les moyens. Donc on se permet de rééquilibrer. Puis il y a un enjeu concurrentiel aussi qui fait qu'on n'a pas le choix. Donc c'est au cas par cas. Et du coup, très drivé par les coûts. Et pour tous, du coup, c'est aussi que drivé par les coûts ou c'est par toi qui fais du spécifique de partout? Comment est-ce que... En fait, c'est une question d'investissement et ROI. Enfin, nous, quand je vois Jumia, c'est vraiment une question de scale. Plus tu améliores ton conversion rate, plus tu grandis. Et donc, c'est une question d'investissement. C'est que tu as quand même un palier. Tu as un palier technique d'investissement où tu dois vraiment avoir les machines et l'architecture qui te permet de supporter ça. Donc vraiment, c'est un coût et nous, on supporte ce coût. Mais après, si tu vois vraiment l'évolution et la scalabilité, c'est ce qu'il te faut. En fait, si tu vois aujourd'hui les grands de e-commerce, on ne s'en rend pas compte, mais tout est personnalisé. Tu vois, je me rappelle, tu avais quelqu'un de France Télévisions qui disait que les pubs, qui disait que les publicités commencent à être personnalisées. Quoi qu'on le lise, c'est déjà là, sauf qu'on ne le voit pas. Et nous, d'un point de vue technique, on n'a pas le choix. Et on le voit, les peu de widgets qu'on a personnalisés quand on voit le conversion, c'est là. Et après, tu as un ROI. Après, c'est vrai que je comprends aussi la dépense. Quand tu es en phase d'investissement et quand tu es en phase startup, tu n'as pas forcément les moyens de le faire. Donc après, il faut mettre tes moyens en fonction de tes ambitions. Donc nous, on a la chance aujourd'hui. Un peu mieux. Et donc, on sait que ça nous permet d'avancer. Mais voilà, c'était une décision business de se dire, OK, on va absolument grandir. Et après, grandir, tu as plusieurs manières. Soit tu investis dans ton marketing, mais tu pérennises pas. Tu vois, en fait, donc on a préféré transférer un petit peu ces coûts marketing plutôt dans la tech et d'avoir les solutions techniques qui nous permettent justement après d'avancer. Et on avait commencé par le search dans un premier temps. On a vraiment par contre, on y était doucement. On a commencé par le search. On a vu des bons résultats. On a commencé, après, on a fait la perso des widgets. Maintenant, les widgets fonctionnent bien. Maintenant, on est la home page. Et en fait, on va vraiment étendre toutes ces technologies de machine learning et d'adaptation en temps réel sur tous nos items. Okay. Et Célia, toi qui es expert UX, comment est-ce que tu fais pour rationaliser une phase de discovery quand tu as deux personas qui sont complètement différents? Parce que est-ce qu'on peut rationaliser ça en fait? Normalement, ce qu'il faut faire, c'est avoir des interfaces différentes pour les deux personnages. Donc, c'est pas forcément faire deux produits, mais en tout cas, avoir deux parcours utilisateurs différents et en fonction des buts et pas seulement se focaliser sur les tâches. Donc, les personnages, c'est véritablement ça. Normalement, il y a le field trip. D'abord, on va voir les gens où ils sont, comment ils vivent et comment ils utilisent les outils. Ça nous permet de comprendre leurs contraintes, de comprendre un petit peu leur environnement et surtout qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, de quoi ils ont besoin. Et on se focalise sur ça et on va faire... ça prend du temps en fait. C'est la partie recherche qui va être vraiment hyper importante pour répondre aux besoins des différents types d'utilisateurs et utilisatrices. Et si on ne fait pas ce travail en amont, effectivement, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut prioriser, de quel type d'interface différente il va falloir faire. Et c'est toute la puissance de faire des personas. C'est le travail en amont et pas juste se dire, là,
On a des segmentations et puis ça va ces types de personnes-là et on imagine que c'est A, B et C. Non, on fait vraiment le travail d'aller voir les gens et d'essayer de comprendre quels sont leurs objectifs. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à prioriser et arriver vraiment à faire... effectivement, il faut quand même avoir 2 types d'interfaces différentes. Mais c'est là aussi, on se dit, si on arrive avec... 30 personas, c'est peut-être le moment de se dire il faut que je descende le scope et commencer un peu plus petit, mais vraiment répondre aux besoins de ces utilisateurs-là avant d'ouvrir. Et d'ailleurs, ça me faisait penser tout à l'heure, quand Fred, tu disais justement, on a 2 types de personas, on a les newcomers et ceux qui sont là depuis longtemps. Ça me fait penser un peu aux beginners qui commencent justement dans les jeux vidéo, Ouais, où on leur passe justement toutes les phases de cette petite discovery, ses premières étapes. Et après, on a le hardcore gamer qui veut personnaliser, que ça touche 4, elle va pouvoir mettre peut-être la mitraillette et pas. Du coup, il y C'est a vrai un qu'ils peu n'ont pas les mêmes attentes, hein, vraiment. On retrouve vraiment ce que tu disais au début, entre les. Enfin, ce qui est assez rigolo avec le produit, c'est peu importe sur quoi tu l'appliques, c'est exactement la même chose, c'est que tu vas avoir vraiment des attentes différentes. Et en fonction des personnes que tu vas comprendre leurs attentes. Et on en reparlait justement tout à l'heure sur le search. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre l'attente du client. Et nous, après, dans notre partie, nous, c'est vraiment, on a quand même des patterns. On sait qu'un nouveau client, il a besoin d'être rassuré. Donc, on va plutôt s'orienter là-dessus. Et on part sur cette base-là. On a des patterns dans les e-commerce un peu plus facile. Il y a quand même des patterns qu'on sait sur quoi on doit travailler. Donc, on va là-dessus. Après, ouais, c'est beaucoup de... Enfin, on n'y est pas encore, mais... Focus group, écouter, comprendre et voir quels sont les axes d'amélioration qu'il faut engager derrière. Moi, je crois quand même qu'il y a beaucoup de choses communes. En tout cas, dans l'univers de la rencontre, on a 2 produits. Un produit à destination des personnes plus âgées, à partir de 50 ans, et un produit pour tout le monde. Et il y a une espèce de fantasme que les personnes, on va dire, de 50 ans et plus, ont des attentes extrêmement différentes, etc. Et puis, plus on avance dans la construction du produit, plus on se rend compte que ce qui nous intéresse, en tout cas moi, ce qui m'intéresse produit, c'est ce qui est en commun, en fait. Et que on peut bien sûr regarder les différences, mais il y a plein de choses en commun. Pareil, on est dispo sur 13 pays en Europe. Ok, il y a des différences, c'est évident, et il faut en tenir compte, mais il y a aussi énormément de choses en commun. Donc comment, en tout cas, moi, l'approche que j'essaie d'avoir, c'est comment on capitalise sur ce qui est en commun pour construire un produit le plus commun possible et garder les spécificités sur les cas à la marge. Et typiquement, des moyens de paiement, là, il y a peut-être du spécifique. La capacité à payer à un certain prix, ça aussi, c'est un peu spécifique. Mais il y a plein de choses communes. Et il faut garder les 2, je pense. Et c'est pour ça qu'il faut se focaliser sur les objectifs des utilisateurs plutôt que des outils. Parce que la personne de plus de 60 ans ou la personne, je ne sais pas moi, de 18 ans, va avoir le même objectif d'acheter quelque chose, de faire. Mais n'a pas le même modèle mental, n'a pas les mêmes connaissances antérieures. Du coup, il faut réfléchir à ça, mais l'objectif est le même. Et par rapport à tout ce que vous dites, quand est-ce que finalement on se dit, on passe de cette fameuse marque blanche à du vrai spécifique? Par exemple, Estelle, toi, c'est vraiment essayer de faire, de rationaliser le plus possible, contrairement justement à toi, Fred, qui est dans l'hyper spécification potentiellement. Quand est-ce qu'on peut faire cette bifurcation de, ok, là en fait, on a besoin de faire du spécifique, notre produit cœur ne répond pas à ce besoin-là, selon vous? Je vais parler pour moi, mais je pense qu'il y a des moments dans tous les cas où on n'a pas le choix. C'est-à-dire, il y a des endroits dans le produit où on a fait du spécifique. On a fait la liste de toutes les procédures administratives par lesquelles tu pouvais passer pour avoir ton permis de conduire. Il y en a 29. Tu peux être un primo-accédant au permis, tu n'as jamais été inscrit en auto-école. Tu peux avoir été inscrit il y a 6 ans en auto-école, avoir ton NEPH à un endroit, devoir le déclarer à l'administration, aller chercher. Tu peux avoir eu ton permis à l'étranger. Je ne vais pas toutes les faire, je ne les connais pas toutes. Mais il faut donner l'information à l'utilisateur qui l'attend, parce que du coup, tu es prestataire de service. Donc là, très clairement, tu n'as pas le choix. Donc je pense que c'est aussi guidé par la nécessité. Après, manifestement, tu as une phase de scale qui te permet aussi d'avoir des moyens de pouvoir t'amuser peut-être un peu plus et aller chercher encore plus d'acquisition. Mais chez nous, c'est là encore très rationnel. On passe par l'obligation. Ce que je trouve intéressant chez vous, c'est que finalement, vous avez peut-être des conteneurs qui sont communs et la personnalisation est portée par de l'intelligence et de l'algorithme, etc. Et c'est notre approche aussi, c'est de se dire, tu as une interface commune, et d'où la question, c'est quoi le produit en fait? C'est quoi la personnalisation? C'est quoi le spécifique que tu veux apporter? C'est exactement ça en fait, c'est que je fais un distinguo entre ton persona différent et ton produit. Pourquoi? Parce que tu dis que tu as 11 pays.
le cœur va être le même. C'est que tu vas faire du spécifique sur un paiement, mais entre guillemets, ton architecture et ton cœur va être exactement pareil. C'est que et si tu veux scale, tu n'as pas le choix. Si tu ne vas pas commencer, on en parlait avec Raoul tout à l'heure, c'est que tu vas pas commencer à écouter. Non. Chaque pays va te dire, on est différent. Oui, certes, on l'entend. Un oui du cœur. Voilà, on l'entend. Mais en fait, ce que tu vois, c'est que si tu veux scaler, et c'est vraiment, t'as pas le choix, tu dois standardiser. Donc tu vas standardiser le cœur, et par contre, tu dois être capable d'être flexible sur ce qu'il faut. Tu vois, après on parle d'architecture microservices et tout ce que tu veux. Mais le fait d'avoir un cœur commun, ok, tu as tes fondations qui sont solides. Après, le business, il a un besoin beaucoup plus fin. Et donc, c'est à toi de mettre les outils en place. Et on a pour ça qu'on a commencé par des widgets qui sont des petits trucs où tu peux vraiment être plus flexible. Et le fait de faire ça, ça te permet de gagner, je vais dire le mot magique, agilité, tu vois, de permettre tout le monde. En fait, c'est ça, c'est que tu as un corps qui est quand même commun. Et nous, notre plateforme, on est vraiment sur une plateforme commune corps où tu vas avoir vraiment tout le parcours, entre guillemets, entre le moment où tu vas entrer et où tu vas payer. Tout ça, le parcours, c'est le même. Par contre, au-dessus, on a quand même mis des couches de personnalisation qui te permettent d'être plus proche du persona. Et en faisant ça, voilà, c'est pour ça que je dis que tu as un mix que tu peux personnaliser pour le persona. Par contre, ton corps produit, autant que faire se peut, garde-le, parce que sinon, tu te prends une dette technique. Et demain, tu as une montée de version de je ne sais pas quelle base de données, si tu as commencé à la customiser, ben, voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut faire attention, nous, sur comment on marche. Et justement, là, tu parlais de pays, il y a eu un grand oui, chose qu'il n'y a pas, par exemple, dans le jeu vidéo. Pourquoi ? Pourquoi cette différence, en fait Je pense qu'elle existe quand même, non ? Je sais pas, mais j'imagine il faut traduire, faut... Oui, bien sûr. Mais alors, à part ça, ouais, non, je sais pas. C'est une bonne question. Ça existe ? Mais c'est comme tout, en fait, on est beaucoup plus semblable qu'on est différent, mais c'est les attentes ou les codes qui vont pas être les mêmes. Ne serait-ce qu'une icône, l'icône de l'iBulb, comme on dit en français. Ça y est, je suis repartie dans... Une ampoule, merci. Une ampoule pour signifier une idée. Ça marche en Occident, mais ça marche pas dans tous les pays. Donc c'est des codes que l'on a dans certains pays qu'il va falloir adapter à d'autres, ce qu'on appelle la culturalisation. Donc c'est ça qui va être un peu différent. Après, évidemment, il y a des thèmes, c'est aussi l'importance d'être inclusif et d'avoir la diversité. On ne peut pas adapter notre point de vue au point de vue du monde entier, c'est juste pas possible. Donc si on n'a pas une équipe diversifiée, et si on n'a pas des gens qui vont nous aider justement pour cette culturalisation et pour vérifier de ne pas blesser certaines personnes ou d'utiliser des termes ou des icônes ou quoi que ce soit, des concepts qui vont pas être compris, on va pas y arriver. Mais après, tout le monde a envie d'être diverti, tout le monde a envie d'accomplir ses objectifs. En ça, on est pareil. Mais donc, il y a quand même un peu de spécifique selon les pays. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'apprends sur le jeu vidéo. Oui, en fait, ça va surtout être par rapport à la culture. Il y a des choses qu'on peut faire dans certains pays, dans d'autres pays, ça passe moins bien en fonction de la culture. Et il y a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres et dont il faut faire attention. Et il y a beaucoup de jeux vidéo de guerre. À partir du moment où il y a un jeu vidéo de guerre entre deux pays, c'est quand même un petit peu compliqué. Les gentils et les méchants. Ouais, oui, il y a beaucoup de... Et comme c'est très souvent quand même centré sur l'Occident, c'est un peu toujours les mêmes qui ont leur point de vue. Et... Donc il y a tous ces démarches-là qui est très importante au niveau de l'inclusion. Et si vous aviez un conseil à donner à des PM à qui on leur demande de faire du spécifique, alors que potentiellement il ne faudrait pas, mais ça vient de vous, mais pas forcément. Qu'est-ce que vous donneriez comme tips pour faire comprendre à votre hiérarchie, du coup, en tout cas au C-level, qu'on n'est pas obligé de faire que du spécifique, mais que d'abord rationaliser, justement, comme tu l'as dit, le cœur du produit, c'est rationaliser. Et si à la marge, par contre, on doit faire du spécifique, là, il faut, mais faire comprendre que là, potentiellement, ce n'était pas du spécifique qu'il fallait faire. Ouais, je dirais un business case. Ok, c'est quoi le ROI ? En fait, justement, ça leur parle. Si tu as un CEO qui vient te voir et qui te dit « je veux du spécifique », challenge-le dans l'autre sens. Ok, voilà ce que je vais investir, voilà ce que ça va nous coûter, qu'est-ce que ça nous rapporte ? Et je pense que justement, de retourner, en incluant aussi le coût d'aide technique et ce que tu veux, mais le faire un business case qui va te montrer le ROI, la maintenance, parce que n'oublie pas, quand tu fais du spécifique, il faut le maintenir, c'est pas que du one-shot, tu as aussi la maintenance derrière. Et je pense d'avoir une vue 360 sur un vrai business case. Après,
il va décider. Mais je pense que toi, si tu prends ton rôle de ne pas dire non, mais vraiment d'écouter, de comprendre le besoin et ainsi de suite, et de dire que ce besoin, il a un coût, et que tu le présentes de manière simple et synthétique. Voilà. Après, c'est, comme on dit, moi je peux entendre, parce qu'on aussi on fait du spécifique. Mais après, c'est vraiment une question d'investissement. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Parce que c'est un investissement spécifique. Quoi que tu en dises, c'est un investissement. Est-ce que tu es prêt à le faire? Après, il faut vraiment tout mesurer. Le coût d'installation, le coût de maintenance, le coût il faut vraiment faire la vue complète. Et je pense que tu fais un business case, justement, du spécifique. Et après, il décide, quoi. Je pense qu'il ne faut pas dire non. Il faut vraiment il faut vraiment écouter, parce que si tu as une demande, c'est que tu as vraiment une demande, c'est que ça ne sort pas de nulle part. Après, je pense qu'il faut l'accompagner, dire ok, et ça fait partie de l'éducation, en fait. Je pense que c'est des conversations qui effectivement marchent très bien, de toute façon, par les business, par les chiffres. Et effectivement, mettre en rapport le coût que ça peut avoir potentiellement. Et je suis tout à fait d'accord. Il y a des enjeux de scalabilité, il y a des enjeux de maintenance, il y a aussi des enjeux de documentation. Donc, c'est aussi l'investissement temps que ça va nécessiter. Maintenant, je le disais tout à l'heure, il y a des moments où faire du spécifique, c'est nécessaire. Donc, c'est un arbitrage. Donc, en effet, non par défaut, c'est pas nécessairement une position. Ouais. De toute façon, non par défaut, ça marche pas très bien. Non, nous, je vais apporter un petit contrepoint, mais chez Mythic, on avait fait énormément de spécifiques, notamment sur tout ce qui est modèle de prix, page de paiement, etc. Du coup, c'est bien parce que l'organisation s'est rendu compte que c'était un petit problème quand même, parce qu'on se retrouve avec des projets qu'on a validés, on a testé un truc dans un pays, mais pour le déployer partout ailleurs, il faut 6 mois. Et donc, c'est du temps d'opportunité qui est extrêmement gâché, c'est-à-dire... c'est quand même trop dommage de se dire, pendant 6 mois, on va attendre parce qu'on a validé ça, mais il faut le déployer. Donc, en tout cas, là, en ce moment, on a cette culture de se dire, attention, c'est du spécifique, comment on fait plus du générique? Je pense que ton point, il est juste. La seule solution pour n'importe qui, c'est d'apporter le problème et d'apporter les arguments liés au problème et d'aider à le mettre en lumière, ce que ça veut dire, plutôt que d'avoir une posture défensive. Et puis on peut aussi faire du spécifique de manière un peu intelligente. Voilà, ce qu'on se disait, le cœur est commun, mais il y a des éléments un peu particuliers. Donc, comment on arrive à se faufiler? Ça peut être une opportunité. Ça, c'est vrai qu'en fait, et c'est vraiment, ça, c'est un très bon point. Si toi, tu sais quelle est ta vision produit, tu es tiens, il y a quelqu'un qui a me subventionné ma feature, tu vois. Et ça, c'est vraiment malin, parce que surtout dans les architectures microservices, tu peux très bien prendre un spécifique comme une opportunité et le retransformer et dire hop, et là, je l'ai fait pour vous, mais en même temps, je l'ai fait de manière intelligente que je puisse le réutiliser juste après. Célia, pour conclure. Dans le jeu vidéo, c'est important en fait de faire du spécifique, de célébrer les différentes communautés. Dans le jeu vidéo, c'était très important de faire du spécifique, surtout pour les questions d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Et il a fallu quand même assez batailler pour faire comprendre que déjà c'était une grosse part de marché et qu'en plus de ça, quand les gens se sentent inclus, ils vont vraiment défendre le produit, défendre le jeu, et ça va faire quand même toute une communauté qui va vraiment être loyale et qui va être importante. Les questions d'accessibilité, ça crée il faut être spécifique. On estime à peu près 15% de la population mondiale qui a un type de handicap, mais permanente. C'est-à-dire qu'on va avoir des difficultés à utiliser un téléphone avec une main, peut-être parce qu'on n'a qu'un bras, mais aussi c'est peut-être temporaire, on a peut-être le bras cassé, ou alors on est dans le métro et on peut pas, c'est situationnel, on ne peut pas utiliser le produit avec deux mains. Donc il faut non seulement, oui, ça va être spécifique sur 15% de la population, mais d'un point de vue situationnel, en fait, ça va toucher beaucoup plus de gens et ça va impacter d'un point de vue de façon positive, vraiment, ça va vraiment faire la différence. Donc là, pour le coup, on essaye de faire valoir ça. Merci infiniment à tous d'avoir participé à ce talk. Et je vais lancer, du coup, le dernier rewind de la saison.